Mansfield Park de Jane Austen. Partie 3, chapitre 4. Edmond avait décidé qu'il appartenait uniquement à Fanny de choisir si sa situation vis-à-vis de M. Crawford serait ou non mentionnée entre eux, et de plus, que si elle ne prenait pas les devants, lui n'y ferait pas allusion. Mais après un jour ou deux de cette réserve, il fut induit par son père à changer d'avis et à essayer d'user de son influence en faveur de son ami. Un jour très proche était maintenant fixé pour le départ de M. Crawford, et Sir Thomas pensait qu'une tentative de plus pouvait être faite dans le but d'obtenir qu'avant de quitter Mansfield, toutes ces déclarations d'attachement indéfectibles apportent au jeune homme de quoi affermir, si possible, ses espoirs. Sir Thomas était à ce point de vue plus cordialement anxieux de la perfection du caractère de M. Crawford. Il le souhaitait un modèle de constance et imaginait les meilleurs moyens susceptibles de ne pas le faire attendre trop longtemps. Il ne lui fut pas difficile de persuader Edmond d'engager l'affaire. Il souhaitait connaître les sentiments de Fanny. Elle avait accoutumé de le consulter dans toutes les difficultés, et il l'aimait trop pour supporter de perdre sa confiance. Il espérait pouvoir lui rendre service et devait lui être utile. À qui d'autre aurait-elle pu ouvrir son cœur ? Si elle n'avait pas besoin de conseils, elle devait aspirer à la consolation des confidences. Fanny, étrangère, réservée et silencieuse avec lui, c'était un état de choses hors de l'ordinaire, un état de choses qu'il devait briser, et il pouvait aisément croire qu'elle désirait le briser également. « Je lui parlerai, monsieur, dit-il. Je saisirai la première occasion pour lui parler, seul à seul. » Fut le résultat de semblables pensées. Et sur l'information que lui donna Sir Thomas qu'elle était partie seule se promener dans le bosquet, il la rejoignit, à l'instant. « Fanny, je suis venu pour me promener avec toi, dit-il. Puis-je ? Et l'enlaçant de son bras. Il y a longtemps que nous n'avons plus fait ensemble une agréable promenade. Elle consentit à peine, sans un regard ni une parole, tant son esprit était offensé. « Mais Fanny, dit-il, pour faire une agréable promenade, il faut quelque chose de plus que simplement fouler ensemble le gravier. Il faudrait que tu me parles. Je sais que tu as quelque chose sur le cœur, et je sais quoi. Je sais à quoi tu penses. Tu ne peux me supposer ignorant de la chose. Dois-je donc en entendre parler par tout le monde, sauf par Fanny elle-même ?» Fanny, agitée et découragée, répliqua. « Si tu en entends parler par tout le monde, cousin, je n'ai plus rien à t'en dire. »« En fait, peut-être non, Fanny, mais bien en ce qui regarde les sentiments. Personne d'autre que toi ne peut me les dire. Je ne veux pas t'y obliger si tu ne le souhaites pas toi-même. J'avais pensé que ce pourrait être un soulagement. » « Je suis épouvantée de penser que nous pensons trop différemment pour que je puisse trouver quelque soulagement à dire ce que j'éprouve. »« Penses-tu que nous pensions si différemment ? Je ne sais pas. J'oserais même dire que si nous devions comparer nos opinions, elles se trouveraient telles qu'elles ont toujours été. Je considère les propositions de M. Crawford comme très avantageuses et souhaitables si tu pouvais lui rendre son affection. Je considère comme très naturel que toute la famille souhaite que tu puisses y répondre. Mais si tu ne le peux pas, tu as fait très exactement ton devoir en le refusant. Et y a-t-il, à ce sujet, quelques discussions entre nous ? » ?»« Oh non ! Mais je croyais que tu me blâmais. Je pensais que tu te mettais contre moi. Ceci m'est un tel réconfort. » »« Ce réconfort, tu aurais pu l'avoir plus tôt, Fanny, si tu l'avais cherché. Mais comment as-tu pu me croire contre toi ? Comment peux-tu croire que je conseillerais le mariage sans amour ? Si je suis généralement un peu indifférent à ce genre de choses, comment peux-tu m'imaginer tel lorsque ton bonheur est en jeu ? Mon oncle trouvait que j'avais tort, et je savais qu'il t'en avait parlé. Bien que tu sois allée loin, Fanny, il se trouve que tu as eu raison. Je peux le regretter, je puis en être étonnée, quoique à peine, car tu n'as pas eu le temps de t'attacher, mais je trouve que tu as parfaitement raison. Cela peut-il même être mis en question ?
C'est peu élégant à nous, s'il en est ainsi. Si tu ne l'aimes pas, rien ne pourrait justifier que tu l'acceptes. » Fanny n'avait plus éprouvé de sensations aussi agréables depuis des jours et des jours. « Ta conduite est sans reproche, et ceux qui t'en souhaiteraient une autre ont tort. Mais l'affaire n'est pas finie. L'amour de Crawford n'est pas un amour ordinaire. Il persévère et garde l'espoir de provoquer cette réciprocité de sentiments qui ne s'est pas encore produite. Nous savons bien que tout ceci est une affaire de temps. Mais, dit-il, avec un sourire affectueux, laisse-le y réussir, Fanny. Laisse-le. Tu t'es montrée droite et désintéressée. Montre-toi maintenant tendre et reconnaissante. Tu seras alors la femme parfaite que j'ai toujours cru que tu allais devenir. Oh, jamais, jamais, jamais il ne pourra réussir à cela avec moi. Elle parlait avec une telle chaleur qu'Edmond s'en étonna, tandis qu'elle rougissait à ses souvenirs lorsqu'elle vit son regard et l'entendit répondre. « Jamais, Fanny ? Que tu es donc décidée et péremptoire ? Ceci ne te ressemble pas. Ce n'est guère dans ton naturel. »« Je voulais dire, reprit-elle, en pleurant avec une infinie tristesse, que je pense qu'il n'y réussira jamais, si l'on peut juger de l'avenir. Non, je pense que je ne pourrai jamais lui rendre son amour. Je sais mieux que M. Crawford que l'homme qui veut vous aimer, pour qu'il soit pris en considération, doit effectuer pour cela une tâche pénible, car toutes vos habitudes et tous vos attachements anciens se dressent contre lui. Avant qu'il puisse conquérir votre cœur pour son propre usage, il doit le détacher de tout lien avec les choses animées et inanimées qu'ont enraciné de nombreuses années et qui se font considérablement plus sensibles au moment de la séparation. Je sais que le fait de quitter Mansfield Park t'arme pour un temps contre lui. J'aurais souhaité qu'il ne fût pas obligé de te dire ce qu'il entreprenait. J'aurais souhaité qu'il te connût aussi bien que moi, Fanny. Entre nous, je crois qu'à deux, nous t'aurions gagné. Ma théorie et sa pratique n'auraient pas été mises en défaut. Il aurait travaillé suivant mes plans. Je veux espérer qu'avec le temps qui prouvera, comme je le prévois, que son affection est sincère, il aura sa récompense. Je ne puis croire que tu ne souhaites pas l'aimer. C'est le vœu naturel de la gratitude, Fanny. Tu dois avoir un sentiment de ce genre. Tu dois être triste de ta propre indifférence. « Nous sommes si totalement différents, » dit Fanny, pour éviter une réponse directe. « Nous sommes si entièrement, si profondément différents dans nos inclinations et aspirations, que je crois qu'il est absolument impossible que nous puissions être heureux ensemble, même si j'arrivais à l'aimer. Jamais il n'y eut deux personnes aussi dissemblables. Nous n'avons pas un goût commun. Nous serions très malheureux. » « Tu te trompes, Fanny. La différence n'est pas si grande. Vous êtes assez bien assortis. Vous avez des goûts communs, des goûts moraux et littéraires. Vous avez tous deux le cœur chaud et de bons sentiments. Et Fanny, celui qui t'a entendu lire et t'a vu écouter Shakespeare l'autre nuit, pourrait-il croire que vous ne seriez pas bons camarades ? J'admets qu'il y ait une différence de tempérament. Il est joyeux, toi sérieuse. Mais tant mieux, voyons. Son caractère serait un renfort au tien. C'est dans ton naturel d'être facilement découragé et d'imaginer les difficultés plus grandes qu'elles ne sont. Sa légèreté d'esprit neutralisera cette tendance. Lui ne voit nulle part de difficulté. Sa vitalité et sa gaieté seront un réconfort constant pour toi. Les différences qu'il y a entre vous ne s'opposent pas le moins du monde à votre bonheur commun. Ne te l'imagine pas. Je suis persuadée au contraire qu'il y a là une tendance favorable. Je suis certain qu'il vaut mieux que les caractères ne soient pas semblables. Je veux dire qu'ils soient différents dans la couleur des pensées, dans les manières, la sociabilité, la profession. Un certain contraste est à mon sens de bon augure pour le bonheur conjugal. Je ne parle pas des extrêmes, bien entendu, et une pleine et entière ressemblance sur les points constituerait le meilleur moyen de produire un extrême. Une neutralisation continuelle et aimable est la meilleure sauvegarde de vos relations et de votre avenir. Fanny pouvait bien se rendre compte où étaient maintenant ses pensées.
Le pouvoir de mademoiselle Crawford était de nouveau sensible. Il en avait parlé joyeusement depuis l'heure de son arrivée. Il ne l'évitait plus. Il avait dîné la veille encore, au parsonnage. Après l'avoir laissé pendant quelques instants à ces heureuses images, Fanny, pensant que cela lui était dû, en revint à M. Crawford et dit « Ce n'est pas simplement son tempérament qui est mal assorti au mien. Quoique, à ce point de vue déjà, je trouve la différence beaucoup trop grande. Mais son esprit me déplaît. Il y a quelque chose d'autre encore que je lui reproche. Je dois dire, cousin, que je ne puis approuver son caractère. Je n'ai rien pensé de bon de lui depuis le jour de la pièce. Je l'ai vu à ce moment agir d'une façon qui m'a semblé si peu convenable, si dépourvue de bons sentiments. Je puis en parler maintenant, car tout cela est passé, d'une façon si peu amicale pour ce pauvre M. Rushworth, qui s'inquiétait de la manière dont il le compromettait et le froissait en donnant toutes ses attentions à ma cousine Maria, qui, entre parenthèses, m'a fait à ce moment une impression qui ne pourra plus s'effacer. « Ma chère Fanny, » répliqua Edmond, l'écoutant à peine jusqu'au bout, « ne nous laissons pas juger d'après ce que nous avons pu sembler être pendant ces jours de folie collective. L'époque de la pièce est une époque que je n'aime pas me rappeler. Maria a eu tort, M. Crawford a eu tort, nous avons tous eu tort, mais personne autant que moi. Comparé à moi, personne n'est blâmable. J'ai fait le fou, et avec les yeux ouverts. »« Comme spectatrice, dit Fanny, peut-être y ai-je vu plus clair que vous, et je pense que M. Rushworth a été parfois très jaloux. »« Probablement. Ce n'est pas étonnant. Rien n'est plus désastreux que toute cette affaire. Je suis choquée quand je pense que Maria ait pu être capable de cela. Mais si elle a pu y prendre part, nous ne devons plus être surpris du reste. Avant la pièce, où je me trompe fort, où Julia pensait bien qu'il lui réciproquerait ses attentions. »« Julia ? J'ai vaguement entendu parler qu'il était en flirt avec Julia, mais je n'en ai jamais rien vu. Et ma foi, Fanny, bien que je veuille rendre service aux qualités de mes sœurs, je crois bien que l'une et l'autre aient désiré être admirées par M. Crawford, et je crains qu'elle ne l'ait témoigné d'une façon qui manquait un peu de réserve et de prudence. Je puis me rappeler qu'elles étaient avides de sa société, et avec un tel encouragement, un homme comme M. Crawford, assez joyeux et peut-être un peu frivole, ne pouvait manquer d'être entraîné. Mais ceci est assez grave, parce qu'il est clair qu'il ne poursuivait aucun but. Son cœur s'était réservé, et je dois dire que cela l'a incroyablement haussé dans mon estime. Cela lui fait le plus grand honneur. Il montre par là le cas qu'il fait du bonheur domestique et du pur attachement. Il se montre ainsi ce que j'avais toujours espéré qu'il fût, et craint qu'il ne fût pas. Je suis sûre qu'il ne pense pas comme il faudrait, au sujet sérieux. Dis plutôt qu'il n'y a jamais pensé du tout. Je crois que c'est le cas. Comment pourrait-il en être autrement, avec une telle éducation et un tel enseignement? Avec de tels désavantages, n'est-il pas étonnant qu'ils soient tous deux ce qu'ils sont? Les sentiments de M. Crawford ont été ses maîtres jusqu'à présent. Je suis tout disposé à le reconnaître. Heureusement, ces sentiments ont été généralement bons. Toi, tu feras le reste. Il est d'ailleurs très heureux de s'attacher à une telle créature, à une femme ferme comme toi, sur ses principes, et qui a en plus un charme qui les rend si sympathiques. Il a choisi sa compagne avec un rare bonheur. Il te rendra heureuse, Fanny. Je le sais. Et toi, tu feras pour lui la même chose. Je ne voudrais pas m'engager dans un tel devoir, s'écria Fanny, avec un accent de répulsion, dans une tâche comportant une telle responsabilité. Comme toujours, tu te crois inférieure à toute chose. Tu t'imagines toute chose au-dessus de tes forces. Être bien, quoique je sois incapable de t'inspirer d'autres idées, tu y arriveras par toi-même, je l'espère. Je confesse que je suis sincèrement anxieux de la chose. Je porte un intérêt peu commun au bonheur de M. Crawford. Après le tien, Fanny. C'est mon premier souci. Tu sais que j'ai pour M. Crawford une amitié peu ordinaire. Fanny le savait trop bien pour avoir quelque chose à répondre, et ils continuèrent pendant une 50aine de mètres à se promener en silence, perdus dans leurs pensées.
Edmond reprit le premier. J'ai été très heureux de l'en entendre parler hier, particulièrement heureux parce que je ne croyais pas qu'elle verrait la chose de cette manière. Je savais qu'elle t'aimait bien, mais je craignais l'effet de ces maximes mondaines qu'elle avait trop accoutumé d'entendre. Mais ce fut bien différent. Elle parlait de toi, Fanny, vraiment comme il se doit. Elle désire cette union autant que mon père ou moi-même. Nous en avons longuement parlé. Je n'aurais pas abordé le sujet, bien que je fusse inquiet de ses sentiments, mais je n'étais pas de 5 minutes dans la pièce qu'elle introduisait la question avec toute la franchise de cœur et la douceur, l'esprit et l'ingénuité qui font partie d'elle-même. Madame Grant riait de son empressement. Madame Grant était là ? Oui. Comme j'arrivais à la maison, je voyais les deux sœurs réunies, et nous n'avons plus parlé que de toi, Fanny, jusqu'à ce que M. Crawford et M. Grant entrent. Il y a bien une semaine que je n'ai vu Mademoiselle Crawford ? Oui. Elle le regrette. Mais cela vaut mieux pour tous. Tu la verras certainement avant son départ. Tu dois y être préparé. Elle se dit très fâchée, mais tu peux imaginer la nature de sa colère. C'est le regret et le dépit d'une sœur qui croit son frère en droit de posséder tout ce qu'il désire, à la minute même. Elle est choquée comme tu le serais pour William, mais elle t'aime et t'estime de tout son cœur. Je pensais bien qu'elle se fâcherait contre moi. Ma chère Fanny, reprit Edmond, serrant davantage son bras autour d'elle, ne laisse pas l'idée de cette bouderie te chagriner. C'est de la colère, plus extérieure que réellement sentie. Son cœur est toute affection et amabilité. Il n'est pas fait pour la rancune. J'aurais voulu que tu entendisses son hommage, que tu visses son attitude lorsqu'elle disait que tu devais épouser Henri. Et je remarquai qu'elle parlait de toi, en disant Fanny, ce qui n'est pas dans son habitude, et elle avait vraiment un ton de cordialité fraternelle. « Et Madame Grant ?» dit-elle. « Était-elle là tout le temps ?»« Oui, et elle était d'accord avec sa sœur. La surprise de ton refus, Fanny, semble avoir été infinie. Que tu puisses refuser un homme comme Henry Crawford semble plus qu'elles ne peuvent en croire. J'ai dit pour toi ce que j'ai pu, mais en réalité, comme elle voit les choses, tu dois prouver que tu es dans ton bon sens aussi vite que possible, en changeant de conduite. Mais cela l'importune. J'ai fini. Ne te détourne pas de moi. Je devrais avoir pensé, dit Fanny, après un moment de réflexion et de recueillement, à ce que toute femme doit pouvoir sentir qu'il est possible qu'un homme n'éprouve pas de sentiments pour toutes les femmes, ce qui ne doit pas l'empêcher d'être agréable à toutes les femmes du fait que lui aime. Et en supposant même que M. Crawford ait tous les droits que ses sœurs lui attribuent, comment ai-je été, moi, préparée à le rencontrer, à éprouver un quelconque sentiment pour lui ? Il m'a fort surprise. Je n'avais jamais cru auparavant que sa conduite avec moi eût la moindre signification. Et certainement je n'étais pas disposée à l'aimer parce qu'il s'occupait de choses qui me faisaient très mauvais effet. Dans ma situation, c'eût été le comble de la vanité d'avoir des vues sur M. Crawford. Je suis sûre que ses sœurs, l'estimant comme elles le font, ont pensé aussi qu'il ne voulait rien dire. Pourquoi, alors, serais-je, moi, amoureuse de lui, au moment même qu'il prétend l'être de moi ? Pourquoi serais-je prête à un attachement quelconque pour lui, dès qu'il me le demande ? Ses sœurs devraient m'avoir aussi bien que lui en considération. Les plus éminents mérites sont les plus impropres à me faire penser à lui. Et nous avons une autre idée de la nature des femmes, si elles imaginent qu'une femme est si vite capable de répondre à une affection. Ma chère Fanny, maintenant je connais la vérité. Je sais que ceci est la réalité. Et ces sentiments sont bien dignes de toi. Je te les avais d'ailleurs attribués. Je pensais pouvoir le comprendre. Tu m'as donné exactement l'explication que je m'étais aventurée à donner pour toi, à ton amie et à Madame Grant, et qui les a satisfaites. Bien que la chaleureuse amie fût encore un peu emballée à cause de la vigueur de son enthousiasme pour Henri. Je leur ai dit que tu étais de toutes les créatures humaines la seule sur qui l'habitude eut un plus grand pouvoir que la nouveauté, et que la nouveauté des attentions de M. Crawford le desservait.
que le fait pour elle d'être si récente faisait toute leur disgrâce, que tu ne pouvais rien supporter que des choses à quoi tu étais habitué, etc., dans le but de leur donner un aperçu de ton caractère. Mademoiselle Crawford nous a fait rire avec ses projets d'encouragement pour son frère. Elle le pressait de persévérer dans son espoir de finir par être aimé et de voir ses attentions agréées après une dizaine d'années de mariage. Fanny sourit, avec difficulté. Tous ses sentiments étaient en révolte. Elle craignait d'avoir eu tort de trop parler et de voir la gaieté de mademoiselle Crawford redoubler en ce moment, et à ce sujet, lui était une autre aggravation. Edmond voyait le souci et le chagrin sur son visage. Il résolut immédiatement de cesser toute discussion et de ne plus mêler le nom de Crawford qu'à des choses qui pouvaient lui être agréables. Dans ce but, il remarqua un peu après. « Ils partent lundi. Tu es donc sûr de voir ton ami soit demain, soit dimanche. Ils partent réellement lundi. Et dire que je pensais rester à Lessingby jusqu'à ce jour. Je l'avais promis. Quelle différence. Les 5 ou 6 jours de plus à Lessingby pourraient m'avoir poursuivi toute ma vie. Tu en étais fier ? Très. J'étais invitée très aimablement, et j'allais consentir. Si j'avais eu la moindre lettre de Mansfield me disant comment vous alliez, je crois que je serais restée. Mais je ne savais rien de ce qui était arrivé depuis une semaine et trouvais que j'avais été assez longtemps absent. Tu passais agréablement ton temps ? Oui. C'eût été ma propre faute s'il en avait été autrement. Ils étaient tous charmants. Je doute qu'ils aient pensé la même chose de moi. J'étais en difficulté avec moi-même, et il n'y a pas moyen de m'en débarrasser jusqu'à ce que je sois à Mansfield. Les mademoiselles Owen, les aimais-tu ? Oh oui, beaucoup. Amusantes, de bonne humeur, sans affectation. Mais Fanny, je suis gâtée quant à la société des femmes. Des filles gentilles et simples ne peuvent pas être pour un homme ce que sont des femmes sensibles. Il y a 2 manières d'être. Toi et mademoiselle Crawford m'avaient rendu trop difficile. De nouveau, Fanny était peinée. Il le vit dans ses yeux, et ne voulut pas parler davantage sans plus s'en préoccuper. Il la conduisit dans la maison, avec l'aimable autorité d'un guide privilégié. Chapitre 5. Edmond se croyait maintenant parfaitement au courant de ce que Fanny pouvait faire ou dire pour comprendre ses sentiments, et il était satisfait. Cela avait été, comme il l'avait cru, à première vue, trop rapide de la part de M. Crawford, et le temps devait rendre l'idée, d'abord familière, puis supportable. Elle devait s'habituer à la pensée de son amour, et ensuite, la pensée d'une réciprocité pouvait naître. Il donna à son père cette opinion comme le résultat de la conversation, et recommanda qu'il ne lui en fût plus parlé davantage, et qu'on n'essayât plus de la persuader ou de l'influencer, mais que ce soin fût laissé aux assiduités de M. Crawford et au travail naturel de son esprit. Sir Thomas promit qu'il en serait ainsi. L'opinion d'Edmond sur les dispositions de Fanny pouvait être juste. Il lui supposait tous ses sentiments, mais il devait considérer comme déplorable qu'elle les eût. Parce que, moins confiant que son fils dans l'avenir, il ne pouvait s'empêcher de craindre que, si tant de circonstances de temps et d'accoutumance étaient nécessaires pour elle, elle ne fût disposée à accepter convenablement ses avances, avant que son caprice fût passé. Il n'y avait rien à faire, cependant qu'à se soumettre tranquillement et à espérer le mieux. La visite promise de « son amie », comme Edmond appelait mademoiselle Crawford, était une formidable menace pour Fanny, et elle en vivait dans une perpétuelle terreur. Comme sœur, si partiale, si hargneuse, si peu scrupuleuse dans ses paroles, et un autre jour, si triomphante et sûre d'elle-même, elle était de toute façon un objet de douloureuses alarmes. Son déplaisir, sa pénétration et son bonheur étaient dangereux à rencontrer. Et le fait de la présence d'autres personnes lors de leur rencontre était le seul réconfort de Fanny dans cette perspective. Elle se séparait aussi peu que possible de Lady Bertram, restait loin de la chambre de l'Est, et ne faisait aucune promenade solitaire dans les taillis pour prévenir une attaque soudaine. Elle réussit.
Elle était à l'abri auprès de sa tante dans la salle à manger quand mademoiselle Crawford arriva. La première émotion passée, et mademoiselle Crawford regardant et parlant, avec une expression moins particulière qu'elle ne l'avait prévu, Fanny commença à espérer qu'au bout d'une demi-heure, elle pût surmonter son agitation. C'était espérer trop. Mademoiselle Crawford n'était pas esclave de l'opportunité. Elle était décidée à voir Fanny, seule à seule, et elle lui dit bientôt à voix basse « Je dois vous parler quelques minutes, quelque part. » Mots qui troublèrent Fanny, dans toutes les fibres de sa sensibilité. Refuser était impossible. Ses habitudes d'entière soumission la firent, au contraire, se lever instantanément et la conduisirent hors de la chambre. Elle en fut très malheureuse, mais c'était inévitable. Elles étaient à peine dans le hall que mademoiselle Crawford perdit toute retenue. Elle hocha la tête vers Fanny d'un air d'affectueux reproche et lui prenant la main, elle paraissait incapable de réprimer son impatience de commencer tout de suite. « Méchante, méchante fille, je ne sais pas quand j'aurai fini de vous gronder. » Toutefois, elle eut la discrétion de réserver la suite jusqu'à ce qu'elles furent en sécurité entre 4 murs. Fanny monta, naturellement, et conduisit son hôtesse à l'appartement maintenant bien aménagé. Ouvrant la porte, le cœur douloureux, elle sentit qu'elle allait au-devant d'une scène plus pénible que celle dont cet endroit avait jamais été témoin. Mais le malheur prêt à fondre sur elle fut au moins adouci par un brusque changement que produisit sur l'attitude de mademoiselle Crawford le fait de se trouver dans la chambre de l'Est. « Ah !» dit-elle, avec une subite animation. « M'y voici donc à nouveau, la chambre de l'Est. Une fois seulement auparavant je m'y suis trouvée. » Et s'étant arrêtée pour regarder, en semblant revivre tout ce qui s'était passé, elle poursuivit. « Une fois seulement auparavant. Vous rappelez-vous ? Je venais pour répéter, votre cousin aussi, et nous avons eu une répétition. Vous étiez notre auditoire et notre souffleur. Une répétition délicieuse. Je ne l'oublierai jamais. Nous nous trouvions dans cette partie même de la chambre. Votre cousin était là, et moi, ici. Là, les chaises. Oh, pourquoi de telles choses doivent-elles passer ? » Heureusement pour sa compagne, elle n'attendait pas de réponse. Ses pensées étaient toutes tournées vers elle-même. Elle était dans un songe de douces souvenances. La scène que nous répétions était tellement remarquable, le sujet était comment dirais-je, il était fait pour me conseiller et me décrire le mariage. Je pense que je le revois, ayant l'air réservé et composé que devait avoir Anhalt dans les 2 longs monologues. Quand 2 cœurs sympathisants se rencontrent dans le mariage, celui-ci peut être appelé une vie heureuse. Je pense que jamais le temps ne pourra effacer l'impression que m'ont produite ses regards et sa voix, quand il disait ces mots. Il était curieux, très curieux que nous ayons une telle scène à jouer. Si j'avais le pouvoir de recommencer une semaine quelconque de mon existence, ce serait cette semaine-là, la semaine de la pièce. Dites ce que vous voulez, Fanny. Ce serait celle-là, parce que je n'ai jamais connu un bonheur plus exquis ailleurs. Adapter son vigoureux esprit comme il le faisait, oh, c'était doux au-delà de toute expression. Mais hélas, cette malheureuse soirée détruisit tout. Cette malheureuse soirée amena votre malencontreux oncle. Pauvre sœur Thomas, qui donc était content de vous voir ? Oh, Fanny, ne pensez pas que je voudrais parler irrespectueusement de sœur Thomas, quoique je l'ai haï pendant beaucoup de semaines. Non, je lui rends justice maintenant. Il est exactement ce que doit être le chef d'une telle famille. Non, raisonnablement, je crois que je vous aime tous maintenant. » Et, ayant ainsi parlé avec une tendresse et un sentiment que Fanny ne lui avait jamais vu auparavant, et se rappelant enfin les convenances, elle se retourna pendant un instant pour se reprendre. « J'ai eu une petite crise en entrant dans cette chambre, comme vous pouvez voir, » dit-elle, avec un sourire de parade. « Mais c'est fini. Allons, asseyons-nous et mettons-nous à l'aise. Mais je n'ai plus le courage maintenant, Fanny, de vous gronder comme j'en avais l'intention. » Puis, l'embrassant affectueusement, « Bonne, chère Fanny, quand je pense que je te vois pour la dernière fois, pour je ne sais combien de temps,
Je sens qu'il est tout à fait impossible de faire autre chose que de t'aimer. » Fanny fut touchée. Elle n'avait prévu rien de tout ceci, et sa sensibilité pourrait rarement supporter la mélancolie du mot « dernière ». Elle pleura, comme si elle aimait mademoiselle Crawford plus qu'il ne lui était possible. Et mademoiselle Crawford, de plus en plus adoucie par la vue de son émotion, se suspendit à elle avec tendresse, en disant « Je déteste de vous quitter. Je ne verrai personne de moitié aussi aimable là où je vais. Qui dit que nous ne serons pas sœurs un jour ? Je sais que nous le serons. Je sens que nous sommes nés pour être unis. Et ces larmes me convainquent que vous le sentez aussi, chère Fanny. » Fanny se leva, et répondant à moitié seulement, dit « Mais vous ne quittez des amis que pour aller vers d'autres. Vous allez retrouver une amie très intime. » « Oui, très vrai. Madame Fraser a été mon amie intime pendant des années. Mais je n'ai pas la moindre inclination pour elle. Je ne puis penser qu'aux amis que je quitte. Ma chère sœur, vous et les Bertram en général. Vous avez tous tellement plus de cœur entre vous qu'on ne peut en trouver dans le monde. Vous me donnez le sentiment d'être capable de me confier et de me fier à vous, ce qui ne se voit guère dans les relations ordinaires. Je souhaiterais avoir décidé avec madame Fraser de ne pas aller chez elle. Sinon, après Easter, moment plus favorable pour une visite. Mais je ne puis plus décider. Maintenant, quand j'en aurai fini avec elle, je dois aller chez sa sœur, Lady Stornoway, parce qu'elle était la plus intime des deux avec moi. Mais je ne me suis pas beaucoup inquiétée d'elle ces 3 dernières années. » Après ce discours, les 2 jeunes filles gardèrent le silence quelques minutes, suivant chacune ses pensées. Fanny méditant sur les différentes sortes d'amitié dans le monde, Mary sur quelques sujets moins philosophiques. Elle parla à nouveau, la première. « Comme je me rappelle bien m'être résolue à vous chercher en haut, et décidée à trouver mon chemin vers la chambre de l'Est, sans avoir idée de l'endroit où elle se trouvait. Comme je me rappelle ce que je pensais en venant. Et mon regard à l'intérieur, vous voyant assise à cette table de travail, et l'étonnement de votre cousin quand il ouvrit la porte et me vit ici. Le retour de votre oncle, ce fameux soir. Il n'y a jamais rien eu de pareil. » Une autre courte pause, toute empreinte de rêverie, suivit. Lorsqu'elle se reprit, elle attaqua sa compagne. « Mais Fanny, vous rêvez ! Vous pensez, je l'espère, à quelqu'un qui ne pense qu'à vous. Oh, si je pouvais vous transporter pour un peu de temps dans notre milieu, en ville, vous pourriez comprendre combien on fait de cas de votre pouvoir sur Henri. Oh, les envieuses et les cœurs embrasés par douzaines de douzaines. L'étonnement, l'incrédulité qu'on étale en entendant ce que vous avez fait. Pour ce qui est de la discrétion, Henri a tout du héros de l'ancien roman et se réjouit de ses chaînes. Vous viendrez à Londres pour apprendre à estimer votre conquête. Si vous voyez combien il est courtisé, et combien je le suis à cause de lui. Maintenant je sais bien que je ne serai pas de moitié si bienvenue chez madame Fraser en raison de sa situation vis-à-vis de vous. Si elle arrive à connaître la vérité, elle me souhaitera très vraisemblablement de nouveau dans le Northamptonshire, car il y a une fille de monsieur Fraser, issue d'un premier mariage qu'elle désire marier, et désire donner à Henri. Oh, elle l'a fatiguée à un tel point. Innocente et tranquille comme vous l'êtes ici. Vous ne pouvez avoir une idée de la sensation que vous causerez, et de la curiosité que vous susciterez, et des questions innombrables auxquelles j'aurai à répondre. La pauvre Margaret Fraser me harcèlera au sujet de vos yeux et de vos dents, et de votre manière de vous coiffer et de votre chausseur. Je désire que Margaret soit mariée pour les affaires de mon pauvre ami, car je vois que les Fraser sont aussi malheureux que la plupart des gens mariés. Et pourtant, c'était un mariage bien désirable pour Janet, en ce moment. Nous nous réjouissions tous. Elle ne pouvait faire autrement que de l'accepter, car il était riche, et elle n'avait rien. Mais il la repoussa. Il est de mauvaise volonté, et exigeant. Il veut une jeune femme, une belle jeune femme de 25 ans, aussi constante que lui-même. Et mon ami ne le manie pas bien. Elle ne paraît pas savoir comment le prendre. Il règne une irritation qui, pour ne rien dire de pire, est certainement déplacée.
Dans leur maison, je regretterais les habitudes conjugales du presbytère Mansfield. Le docteur Grant montre une confiance absolue en ma sœur et une certaine considération pour son jugement, qui fait sentir qu'il éprouve de l'affection. Mais je ne verrai rien de semblable chez les Fraser. Je serai à Mansfield pour toujours, Fanny. Ma sœur comme épouse, sœur Thomas comme mari, me sont des exemples de perfection. La pauvre Janet a été tristement reçue et pourtant, il n'y a rien d'inconvenant en elle. Elle ne s'est pas mariée inconsidérément. Elle n'a pas manqué de prévoyance. Elle prit 3 jours pour examiner ses propositions et consulta chaque membre de son entourage, dont l'opinion avait de l'importance. Elle s'adressa à ma chère tante défunte, dont la connaissance du monde faisait apprécier à juste titre son jugement par tous les jeunes gens de son entourage, et elle était décidément favorable à M. Fraser. Cela ferait croire qu'il n'est rien de sûr dans le domaine du mariage. Je n'ai pas tant à dire au sujet de mon amie Flora, qui, à cause de cet horrible Lord Stornoway, qui a à peu près autant de charme que M. Rushworth, mais en moins bien, flirte avec un très charmant jeune homme en bleu. Je doutais à ce moment qu'elle eût raison, car il avait l'air d'un gentleman. Maintenant, je suis sûre qu'elle avait tort. À propos, Flora Ross se mourait pour Henri. L'hiver de son entrée dans le monde, mais si je devais vous entretenir de toutes les femmes que j'ai connues amoureuses de lui, je n'en aurais jamais fini. C'est seulement vous, insensible Fanny, qui pouvez penser à lui avec une sorte d'indifférence. Mais êtes-vous aussi insensible que vous le déclarez vous-même? Non, non, je vois que vous ne l'êtes pas. À ce moment, une telle rougeur empourpra le visage de Fanny qu'on pouvait se permettre un sérieux soupçon. « Excellente créature, je ne veux pas vous taquiner, chaque chose suivra son cours. Mais chère Fanny, vous devez admettre que vous n'êtes pas aussi absolument peu préparée à vous voir poser la question que votre cousin l'imagine. Ce n'est pas possible. Vous devez bien avoir eu quelques idées à ce sujet, quelques soupçons de ce que cela peut être. Vous devez avoir vu qu'il essayait de vous plaire par tous les moyens en son pouvoir. Ne fut-il pas à votre dévotion au bal? Et avant le bal, le collier? Oh, vous l'avez accepté, comme si c'était prévu. Vous étiez aussi convaincu qu'un cœur peut le désirer. Je m'en souviens, parfaitement. Vous pensez, alors, que votre frère était fixé à l'avance au sujet du collier? Oh, mademoiselle Crawford, cela n'était pas bien. S'il savait, c'était entièrement son fait, sa propre idée. Je suis honteuse de dire que cela ne m'était jamais venu à l'esprit, mais je me suis réjouie d'agir sur sa proposition, dans votre intérêt, à tous deux. Je ne dirais pas, répondit Fanny, que je ne craignais pas un peu qu'il en fût ainsi, car il y avait dans votre regard quelque chose qui m'inquiétait. Pas au début. J'étais d'abord sans soupçon à cet égard, réellement. Cela est aussi vrai que je suis ici. Si j'en avais eu la moindre idée, rien n'aurait pu me résoudre à accepter le collier. Quant à l'attitude de votre frère, certainement, je fus sensible à ses attentions. J'y fus sensible pendant un court temps, peut-être 2 ou 3 semaines. Mais après, je considérais cela comme sans signification, j'écartais cela, car étant simplement sa façon d'être habituelle, j'étais loin de supposer ou de souhaiter qu'il eût un sérieux penchant pour moi. Je ne fus pas, mademoiselle Crawford, une observatrice inattentive de ce qui se passa entre lui et certains membres de cette famille pendant l'été et l'automne. J'étais tranquille, mais non aveugle. Bien que je pusse voir que M. Crawford se permettait des galanteries sans portée. Ah, je ne puis pas le nier. Il a de temps en temps été un détestable flirt, s'inquiétant assez peu du ravage qu'il pouvait causer dans le cœur de jeunes femmes. Je l'ai souvent gourmandé pour cela. Mais c'est sa seule faute, et il faut dire ceci à sa décharge, que très peu de jeunes femmes ont des sentiments qui méritent l'attention. Et alors, Fanny, la gloire d'avoir conquis quelqu'un qui a passé comme un éclair pour tant d'autres, et de pouvoir régler les dettes de son sexe? Oh, je suis sûre qu'il n'est pas dans la nature d'une seule femme de refuser un pareil triomphe. Fanny secoua la tête.
Je ne puis penser du bien d'un homme qui se joue des sentiments de n'importe quelle femme, car il peut y avoir souvent plus de souffrance qu'un spectateur ne peut le croire. Je ne le défends pas, je l'abandonne entièrement à votre merci, et je ne me soucie pas de ce que vous lui avez dit à la suite de l'incident d'Everingham. Mais je veux dire ceci, que sa faute, sa manie de rendre les filles amoureuses de lui, n'est pas moitié aussi dangereuse pour le bonheur d'une épouse que la tendance de tomber lui-même amoureux, à laquelle il ne s'est jamais abandonné. Et je crois sérieusement et sincèrement qu'il vous est attaché comme jamais il ne le fut à aucune femme auparavant, qu'il vous aime de tout son cœur, et pour aussi longtemps que possible. Si jamais un homme a aimé une femme pour toujours, je pense que Henri le fera pour vous. Fanny ne put réprimer un vague sourire, mais ne trouva rien à dire. Je ne puis croire qu'Henri fût jamais plus heureux, continua Mary, que lorsqu'il réussit dans ses démarches pour votre frère. Ici, elle avait porté un coup sûr au cœur de Fanny. Ah oui, qu'il fut aimable en cette occasion. Je sais qu'il a dû se démener lui-même très fort, car je sais à quelle forte partie il avait affaire. L'amiral hait les ennuis et méprise les solliciteurs, et tant de jeunes hommes sollicitent de semblables faveurs qu'une amitié et une énergie pas très décidées se laissent aisément rebuter. Combien William doit être heureux! J'espère que nous le verrons. L'esprit de Fanny se débattait dans la plus affligeante situation. Le rappel de ce qui avait été fait pour William troublait toujours profondément ses décisions concernant M. Crawford. Aussi réfléchit-elle profondément jusqu'à ce que Mary, qui l'avait d'abord observée avec complaisance, pensant à autre chose, attira soudain son attention en disant « J'aimerais être ici, tous les jours, à parler avec vous, mais nous ne devons pas oublier ces dames, en bas. Aussi, je vous dis au revoir, ma chère, mon aimable, mon excellente Fanny. Car bien que nous allions nous revoir dans la salle du déjeuner, je dois prendre congé de vous, ici. Et je le fais, impatiente d'une heureuse réconciliation et avec la confiance que nous nous retrouverons dans des circonstances favorables à une entrevue sans réticence. » Elle accompagna ces paroles d'un très affectueux baiser. « Je verrai votre cousin en ville bientôt, et d'après ce qu'il m'a dit, et Sir Thomas au courant du printemps, est l'aîné de vos cousins, et les Rushworth et Julia. Je suis sûre de les rencontrer tous de temps en temps. Tous, sans exception. J'ai 2 faveurs à vous demander, Fanny. L'une, c'est de m'écrire, et l'autre, que vous rendiez souvent visite à Madame Grant pour la dédommager de mon départ. » La première de ces faveurs, à la vérité, Fanny eût préféré qu'elle ne fût pas formulée. Mais il était impossible de lui refuser de lui écrire, d'autant plus impossible que son propre jugement l'y poussait. Il n'y avait pas à résister à tant d'affection apparente. Son état d'esprit la portait particulièrement à apprécier un traitement indulgent, et d'en avoir jusqu'ici été privée, la rendait d'autant plus vulnérable aux sollicitations de mademoiselle Crawford. D'ailleurs, elle lui savait gré d'avoir rendu leur tête-à-tête bien moins pénible qu'elle ne l'avait craint. C'était passé. Elle avait évité les reproches et les révélations. Son secret était toujours le sien, et les choses étant telles, elle croyait pouvoir se résigner à presque tout. Au soir, il y eut un autre départ. Henry Crawford vint et resta quelque temps avec eux. Dans le trouble momentané de ses sentiments, son cœur s'attendrissait pour lui, car il apparaissait totalement différent de son ordinaire, au point qu'il parla à peine. Il éprouvait un malaise visible, et Fanny s'affligea pour lui, tout en espérant de ne jamais le revoir, du moins jusqu'au moment où il ait épousé une autre femme. Sur le point de partir, il voulut prendre sa main. Il ne voulait pas qu'elle le reniât. Toutefois, il ne dit rien, du moins, rien qu'elle entendit. Après qu'il eut quitté la pièce, elle se félicita d'échapper à de telles preuves d'amitié. Au matin, les Crawford étaient partis. Chapitre 6. Monsieur Crawford partit. La seconde pensée de Sir Thomas fut que son absence serait ressentie.
et il entretenait grand espoir que sa nièce trouvât un vide à cause de ses attentions qu'elle avait connues auparavant. Elle avait goûté au sentiment de son importance, et il espérait que d'en être privé éveillerait en elle les regrets les plus salutaires. Il la surveillait avec cette idée. Il était persuadé d'avoir enregistré quelques différences dans l'état de ses sentiments. Elle se montrait toujours si gentille et si discrète que ses émotions sortaient du champ de sa discrimination. Il ne la comprenait pas. Il le sentait, et pour cela s'adressait à Edmond pour lui confier combien elle était affectée dans la présente occasion, et qu'elle était plus ou moins heureuse qu'elle n'avait été. Edmond ne discerna aucun symptôme de regret, et trouva son père quelque peu déraisonnable de supposer que les 3 ou 4 premiers jours pouvaient donner quelques résultats. Ce qui surprit surtout Edmond, c'est que la sœur de Crawford, l'amie et la compagne qui lui tenait tant au cœur, n'était pas plus visiblement regrettée. Il s'étonna que Fanny en parlât si peu, et s'abstint si volontiers de toute allusion à cette séparation. Hélas, c'était cette sœur, cette amie, cette compagne qui avait détruit le bien-être de Fanny. Si elle avait pu croire l'avenir de Mary et de son frère étrangers à Mansfield autant qu'elle le désirait, si elle avait pu croire leur retour aussi éloigné qu'elle le souhaitait, elle aurait eu le cœur léger. Mais plus elle se rappelait et observait, plus profonde était sa conviction que le mariage de mademoiselle Crawford avec Edmond était sur une meilleure voie que jamais auparavant. Son inclination à lui s'affermissait, tandis que la sienne perdait tout équivoque. Pour lui, il semblait avoir abandonné toutes ses objections, tous les scrupules de son honnêteté. On aurait pu dire comment. Pour elle, sans plus de raison apparente, s'étaient envolés également les doutes et les hésitations de son ambition. Cela pouvait être imputé uniquement à leur attachement croissant. Leurs sentiments, bons ou mauvais, produisaient l'amour qui devait les unir. Il était prêt à se rendre en ville, dès que certaines affaires relatives à Thornton Lacey seraient terminées. Peut-être dans une quinzaine. Il en parlait, aimait d'en parler. Et comme il en avait une fois entretenu Fanny, elle n'eut plus de doute quant au reste. Son acceptation à elle était aussi certaine que son offre à lui. Et cependant, les sentiments de mademoiselle Crawford ne lui semblaient pas entièrement bons, et cette constatation l'affligeait pour lui, indépendamment, croyait-elle, d'elle-même. Au cours de leur dernière conversation, mademoiselle Crawford, en dépit de son amabilité et de sa bienveillance plus accusée, s'était encore montrée mademoiselle Crawford, avec son esprit égaré et embrouillé, sans en avoir conscience, obscur, tout en s'imaginant être clair. Elle pouvait aimer, mais ne méritait pas Edmond par l'une ou l'autre qualité. Fanny croyait qu'il n'y avait pas plus de 2 points de contact entre eux, ce que les gens d'expérience pouvaient lui pardonner, parce qu'elle considérait les chances que mademoiselle Crawford avait de s'améliorer comme presque inexistantes, et pensait que si l'influence d'Edmond pendant leur fréquentation avait aussi agi pour éclairer son jugement et affermir ses connaissances, il verrait finalement sa valeur personnelle gaspillée pour elle pendant les années de mariage. Pour des jeunes gens dans leur position, l'expérience aurait apporté plus d'espoir, de même que l'impartialité n'aurait pas dénié à la nature de mademoiselle Crawford cette faculté bien féminine qui pousse la femme à adopter les opinions de l'homme qu'elle aime et respecte. Mais telles étaient les convictions de Fanny, qu'elle en souffrait beaucoup et ne pouvait jamais parler de mademoiselle Crawford sans chagrin. Sir Thomas, pendant ce temps, n'abandonnait pas ses espoirs et ses observations, se sentant encore le droit, en raison de sa connaissance de la nature humaine, d'attendre l'effet produit sur l'esprit de sa nièce par la perte de son pouvoir, et le désir qu'elle pourrait avoir de jouir à nouveau des attentions de son amoureux. Et il fut bientôt fondé à escompter que tout ceci se produirait par la perspective d'une autre visite, dont la proximité lui permettait de supporter en toute quiétude les sentiments qu'il observait. William avait obtenu une permission de 10 jours à passer dans le Northamptonshire, et devait être le plus heureux des lieutenants, puisque venant d'être nommé, il pouvait étaler son bonheur et décrire son uniforme. Il vint. Il aurait été heureux de montrer également son uniforme, mais une coutume cruelle en interdisait le port hors de service. Donc, l'uniforme resta à Portsmouth,
et Edmond se dit qu'avant que Fanny ait la moindre chance de le voir, toute sa fraîcheur aussi bien que celle des sentiments de son propriétaire pourrait bien être passée depuis longtemps. Il pourrait être devenu pour lors un signe de disgrâce. Quoi de moins convenable ou de plus hideux, en effet, que l'uniforme d'un lieutenant qui, depuis 1 an ou 2, voit les autres promus capitaines avant lui. Ainsi raisonnait Edmond, jusqu'à ce que son père lui confiât un plan éclairant d'un autre jour la chance de Fanny de voir le second lieutenant de HMS Thrush dans toute sa gloire. Ce plan était qu'elle accompagnerait son frère rentrant à Portsmouth et y passerait un petit temps dans sa propre famille. Cette idée était venue à Sir Thomas dans une de ses méditations pleines de dignité. Il la considérait comme une mesure droite et souhaitable. Toutefois, avant de s'y arrêter formellement, consulta-t-il son fils. Edmond examina la chose sur toutes ses faces et ne vit rien qui ne fût équitable. La chose était bonne en soi, et il n'y avait pas meilleur moment pour la réaliser. De plus, il ne doutait pas qu'elle fût des plus agréables à Fanny. C'était suffisant pour décider Sir Thomas, et un définitif « Ainsi donc, en sera-t-il » termina cette partie de l'entretien. Sir Thomas en conçut une vive satisfaction et une bonne opinion de ce qu'il avait communiqué à son fils. En effet, son principal motif, en l'éloignant, n'était pas de susciter une occasion de lui faire revoir ses parents, et ne rejoignait pas du tout l'idée de la rendre heureuse. Certes, il souhaitait qu'elle partît avec plaisir, mais également qu'elle éprouvât rapidement la nostalgie de la maison, avant même la fin de sa visite. Il espérait de plus qu'une légère privation des élégances et du luxe de Mansfield Park développerait sa modestie et l'inclinerait à une juste estimation d'une maison de plus grand train que celui qu'on lui offrait. C'était un projet curatif de l'esprit de sa nièce qu'il considérait pour l'instant comme malade. Un séjour de 8 ou 9 ans dans le bien-être et l'opulence avait un peu déréglé ses facultés de comparaison et de jugement. La maison de son père lui enseignerait, selon toute probabilité, la valeur d'une bonne rente, et il avait confiance qu'elle deviendrait pour toute sa vie la femme la plus sage et la plus heureuse, à la suite de l'expérience qu'il avait imaginée. Si Fanny avait été le moins du monde disposée aux extases, elle aurait eu une crise lorsqu'elle comprit le projet. Quand son oncle lui offrit de rendre visite à ses parents, frères et sœurs, dont elle avait été séparée pendant presque la moitié de sa vie, de retourner pour 1 mois ou 2 sur les lieux de son enfance, avec William comme protecteur et compagnon de voyage. Ajoutez à cela la certitude de voir William jusqu'à la dernière minute de son séjour au pays. Si elle s'était livrée à des manifestations excessives de joie, cela serait arrivé, parce qu'elle était heureuse. Mais son bonheur était calme, profond, et lui gonflait le cœur. Quand elle éprouvait des sentiments violents, elle se sentait de plus en plus encline au silence. Sur le moment, elle ne put que remercier et accepter. Ensuite, familiarisée avec ces nouvelles perspectives de bonheur, elle put parler plus librement à William et à Edmond de ce qu'elle éprouvait. Mais une part de ses sentiments ne pouvait s'exprimer en paroles. Le souvenir de tous les plaisirs de son enfance et de sa souffrance d'en être arrachée lui revenait avec une acuité renouvelée, et il semblait que le retour à la maison ressuscitait toute la peine provenant de la séparation. D'être ainsi entourée, aimée par tant de gens, et plus aimée qu'elle ne l'avait jamais été. De goûter l'affection, sans crainte ou restriction, de se sentir l'égale de ceux qui l'entouraient, à l'abri de toute allusion au Crawford, la sauvait de toute impression de reproche. Il y avait là une perspective d'être arrêtée par un désir à moitié avouable. Être séparée d'Edmond pendant 2 mois, peut-être 3, lui serait salutaire. Loin de ses regards et de son amitié, elle serait capable de se raisonner et de guérir. Elle serait capable de penser à lui, comme à Londres, et d'envisager toute chose sans tristesse. Ce qui aurait été pénible à Mansfield devenait supportable à Portsmouth. La seule ombre était la pensée de ce qui pouvait arriver à sa tante Bertram pendant son absence. Elle n'était utile à personne d'autre, mais elle pouvait tant manquer à sa tante qu'elle n'aimait pas d'y penser. Cette partie du projet était sûrement la plus pénible pour Sir Thomas, et à lui seul pouvait incomber le soin d'y pourvoir.
Mais il était le maître à Mansfield Park. Quand il était réellement décidé à quelque chose, il savait en supporter tous les inconvénients jusqu'au bout. À coups de longs discours, d'explications détaillées sur le devoir de Fanny de retourner de temps en temps chez ses parents, il amena sa femme à la laisser aller. Il obtint ce résultat plus par soumission que par conviction. Lady Bertram était convaincue un peu plus que Sir Thomas ne le pensait de ce que Fanny devait faire. Dans le calme de son cabinet de toilette, livrée à ses propres méditations, soustraite à l'influence des exposés virulents de Sir Thomas, elle ne pouvait reconnaître la moindre nécessité à ce que Fanny retournât auprès de ses pères et mères, qui pendant si longtemps avaient bien vécu sans elle, alors qu'elle lui était à elle-même si utile. Et dans une discussion avec madame Norris sur le point de savoir si elle pouvait s'en priver, elle s'opposa fortement à admettre semblable chose. Sir Thomas avait fait appel à sa raison, sa conscience et sa dignité. Il dit demander ce sacrifice à sa bonté et à sa maîtrise de soi. Mais madame Norris souhaitait de la persuader que Fanny pouvait bien être ménagée, elle-même étant prête à lui donner tout son temps si elle le réclamait, et en un mot, qu'elle n'était pas strictement indispensable. « Cela se peut, ma sœur, » fut la seule réponse de Lady Bertram. « J'ose dire que tu as parfaitement raison, mais je suis sûre qu'elle me manquera beaucoup. » Ensuite, il fallut communiquer avec Portsmouth. Fanny écrivit pour s'annoncer. La réponse de sa mère, quoique courte, était si aimable. Quelques simples lignes exprimant si naturellement et maternellement la joie de revoir son enfant, qu'elle embellit encore pour sa fille la perspective heureuse d'être avec elle, en la convainquant de trouver en sa maman, qui n'avait certes jamais auparavant manifesté pour elle une tendresse remarquable, une chaleureuse et affectueuse amie. La tiédeur de cette tendresse, elle en trouvait aisément la cause en elle-même, ou peut-être était-ce le fait de son imagination. Elle s'était probablement aliéné son amour à cause de son tempérament craintif, ou des exigences d'une affection trop exclusive. Maintenant qu'elle savait mieux se rendre utile et prévoir que sa mère était désormais moins occupée par sa nombreuse famille, il y aurait plus de loisirs et d'agréments pour chacun, et elle serait bientôt ce que mère et fille doivent être l'une pour l'autre. William était aussi heureux de ce projet que sa sœur. Ce serait pour lui le plus grand plaisir de la voir à lui jusqu'au moment où il appareillerait, et peut-être de la trouver encore là quand il reviendrait de sa première croisière. De plus, il avait un tel désir qu'elle vît le Thrush avant qu'il sorte du port. Le Thrush était certainement le plus beau sloop du service. Il y avait aussi différentes améliorations dans les chantiers qu'il souhaitait lui montrer depuis longtemps. Il ne se faisait pas scrupule d'ajouter que sa venue à la maison serait un grand avantage pour chacun. « Je ne sais comment il se fait, mais nous semblons tous désirer un peu de tes jolies manières et de ton ordre à la maison. Tout y est toujours en désordre. Tu remettras les choses au point, j'en suis sûre. Tu diras à ma mère comment faire. Tu seras utile à Suzanne, tu enseigneras Betsy, et tu sauras te faire aimer et apprécier des garçons. Combien ce sera bon et agréable. » Lorsqu'arriva la réponse de Madame Price, il ne restait que très peu de jours à passer à Mansfield. À certains moments, les jeunes gens conçurent quelques craintes au sujet de leur voyage. En effet, lorsqu'on en vint à envisager le mode de transport, Madame Norris s'aperçut que tous ses efforts pour sauvegarder les intérêts financiers de son beau-frère étaient vains, et en dépit de toutes ses préférences et suggestions pour une solution moins onéreuse, Fanny et William prendraient la poste. Lorsqu'elle vit Sir Thomas donner l'argent à William pour leur place, elle s'avisa qu'il y avait place pour un tiers dans le coupé, et fut prise d'une vive envie de les accompagner pour voir sa pauvre chère sœur Price. Elle exposa son idée, elle avoua qu'elle désirait fort ce voyage, que ce serait une telle obligeance à son égard. Elle n'avait plus vu sa pauvre sœur Price depuis plus de 20 ans, et ce serait une aide précieuse pour les jeunes gens d'avoir une personne plus âgée pour les diriger. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa pauvre chère sœur Price serait mécontente qu'elle ne vienne pas à cette occasion. William et Fanny furent frappés d'horreur à cette idée.
Tout l'agrément de leur charmant voyage en serait détruit. Ils se regardèrent avec une triste figure. Leur incertitude dura 1 heure ou 2. Personne n'intervint pour encourager ou dissuader Madame Norris, qui fut laissée à elle-même pour examiner les choses. Cela se termina à la grande joie de ses neveux et nièces quand elle se fut persuadée qu'elle ne pouvait à aucun prix s'absenter de Mansfield Park en ce moment, que sa présence était trop nécessaire à Sir Thomas et à Lady Bertram pour prendre sur elle de les quitter pour toute une semaine. Pour cette raison, elle devait sacrifier tout plaisir dans le but de leur être utile. Il lui était venu l'idée que tout en voyageant gratis jusqu'à Portsmouth, il lui serait difficile d'éviter de payer ses dépenses au retour. Aussi, sa pauvre chère Sir Price fut laissée à son désappointement de l'avoir raté une si belle occasion, et une nouvelle absence de 20 ans peut-être commença. Les plans d'Edmond furent aussi dérangés pour ce voyage à Portsmouth, cette absence de Fanny. Lui aussi devait un sacrifice à Mansfield Park, aussi bien que sa tante. Il avait projeté d'aller à Londres, mais il ne pouvait laisser ses parents, au moment où tous ceux qui leur étaient utiles s'en allaient. Et avec un effort dont il ne se vanta pas, il recula d'1 semaine, ou de plus longtemps peut-être, un voyage qu'il envisageait avec l'espoir qu'il l'aiderait à fixer son bonheur pour toujours. Il le dit à Fanny. Elle en savait déjà tant qu'elle devait tout savoir. Ce fut l'occasion de nouvelles confidences sur mademoiselle Crawford. Fanny était la plus affectée à la pensée que ce serait la dernière fois que le nom de mademoiselle Crawford serait mentionné entre eux avec une certaine liberté. Il y fut fait allusion une fois encore par Edmond. Lady Bertram avait, dans la soirée, demandé à sa nièce de lui écrire vite et souvent, promettant d'être elle-même une bonne correspondante. Edmond, à un moment opportun, ajouta dans un chuchotement « Et moi je t'écrirai, Fanny, lorsque j'aurai quelque chose à t'écrire. Quelque chose que je pense, tu aimeras apprendre. » Si elle avait pu douter du sens de ces mots, tandis qu'elle l'écoutait, l'aspect de son visage quand elle le regarda lui en eût assez dit. Elle devait s'armer contre cette lettre. Ah! Cette lettre allait être un sujet de terreur. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas encore au bout de ses changements d'idées et de sentiments que le temps et les circonstances lui réservaient dans ce monde de tribulations. Les vicissitudes humaines n'étaient pas finies pour elle. Pauvre Fanny! Bien qu'elle s'en allât de bon cœur, ce dernier soir à Mansfield Park lui apporterait encore de la tristesse. Son cœur était déchiré. Elle avait des larmes pour toutes les chambres de la maison, et davantage pour tous ses habitants bien-aimés. Elle se cramponnait à sa tante, à qui elle allait manquer. Elle baisait la main de son oncle avec des sanglots convulsifs, parce qu'elle lui avait déplu. Et quant à Edmond, elle ne pouvait parler, ni regarder, ni penser, quand vint le dernier moment à passer avec lui. Et elle ne le put pas jusqu'au moment où il lui dit au revoir, avec une affection toute fraternelle. Tout ceci se passait la nuit, car le départ avait eu lieu très tôt le matin, et quand on se rencontra au déjeuner en petite compagnie, William et Fanny devaient déjà avoir accompli une étape. Chapitre 7. La nouveauté du voyage et le bonheur d'être avec William produisirent rapidement leur effet sur les idées de Fanny, quand ils eurent quitté Mansfield Park. Et lorsque la première étape fut parcourue et qu'ils durent quitter le coupé de Sir Thomas, elle était capable de prendre congé du vieux cocher et le renvoya avec d'aimables et gais messages. Il n'y eut pas de fin à la joyeuse conversation du frère et de la sœur. Tout amusait William, et dans les intervalles de leurs entretiens sérieux, il était plein de fantaisie et de joie folle. Tous leurs entretiens roulaient sur les qualités du Thrush, sur les occupations futures de Fanny. Un projet de manœuvre à bord d'une unité supérieure, en supposant le départ du premier lieutenant, et William n'était pas très tendre pour le premier lieutenant, lui faisait franchir l'échelon suivant le plus vite possible. Spéculation sur la part de prise qui serait généreusement distribuée à la maison.
avec la seule condition de rendre suffisamment confortable le petit cottage dans lequel lui et Fanny passeraient ensemble toute leur vie. Les préoccupations immédiates de Fanny en ce qu'elle concernait mademoiselle Crawford ne furent pas effleurées dans leur conversation. William savait ce qui s'était passé, et de tout son cœur regrettait que les sentiments de sa sœur fussent si froids envers un homme qu'il considérait comme le premier des hommes de caractère. Mais il était d'âge à être tout amour, et par cela même incapable de blâmer. Et connaissant son vœu à ce sujet, il ne voulait pas l'affliger par la plus petite allusion. Elle avait raison de supposer que M. Crawford ne l'avait pas encore oublié. Elle avait fréquemment reçu des nouvelles de sa sœur, durant les 3 semaines écoulées depuis leur séjour à Mansfield, et dans chaque lettre elle avait trouvé quelques lignes de lui-même, aussi chaleureuses et décidées que ses discours. Fanny trouvait cette correspondance aussi déplaisante qu'elle l'avait craint. Le style des lettres de mademoiselle Crawford, gai et affectueux, la désespérait, indépendamment de ce qu'elle était forcée de lire de la plume du frère, car Edmond n'avait de cesse qu'elle lui eût lu l'essentiel de la lettre, et alors elle avait à écouter ses cris d'admiration pour son style et la chaleur de son affection. Il y avait en effet tant de messages, tant d'allusions ou de souvenirs se rattachant à Mansfield dans chaque lettre, que Fanny pouvait à peine les supporter. Se trouver elle-même entraînée dans pareille aventure, contrainte à une correspondance qui lui apportait les éloges de l'homme qu'elle n'aimait pas, et l'obligeant à favoriser la passion de l'homme qu'elle aimait, était actuellement mortifiant. En ceci, pourtant, son déplacement actuel l'avantageait. Ne restant plus sous le même toit qu'Edmond, elle espérait que mademoiselle Crawford n'aurait plus de motif d'écrire, et qu'à Portsmouth, leur correspondance se réduirait à rien. Avec de telles pensées, parmi cent autres, Fanny poursuivait son voyage, tranquille et joyeuse, et aussi rapidement qu'on pouvait l'espérer, en ce mauvais mois de février. Ils arrivèrent à Oxford, mais ne jetèrent qu'un coup d'œil rapide au collège d'Edmond, quand ils passèrent devant, et ne s'arrêtèrent qu'en atteignant Newbury, où un repas copieux, réunissant le dîner et le souper, terminèrent les agréments et les fatigues du jour. Le matin suivant, ils repartirent à la première heure, et sans incident, ni délai, avancèrent régulièrement pour être aux environs de Portsmouth alors qu'il faisait encore jour, ce qui permit à Fanny de regarder autour d'elle et de s'étonner à la vue des nouvelles constructions. Ils passèrent le Dow Bridge et entrèrent en ville. La lumière commençait à décliner, lorsque, guidés par la voix puissante de William, ils tournèrent dans une rue étroite, venant de High Street, et s'arrêtèrent devant la porte d'une petite maison maintenant habitée par M. Price. Fanny était tout agitée et vibrante, tout espoir et appréhension. Au moment où ils s'arrêtèrent, une servante malpropre les attendant en souriant sur le seuil s'avança, et plus disposée à raconter les nouvelles qu'à les aider le moins du monde, commença immédiatement par « Le Thrush est sorti du port, s'il vous plaît, monsieur, et l'un des officiers est venu ici pour… » Elle fut interrompue par un gamin élancé de 11 ans qui, bondissant hors de la maison, repoussa la servante de côté, et tandis que William ouvrait la portière, cria « Vous arrivez juste à temps! Nous vous guettons depuis une demi-heure. Le Thrush est sorti du port ce matin, je l'ai vu. C'était un beau spectacle. Il pense qu'il recevra ses ordres dans un jour ou deux. Monsieur Campbell était ici à 4 heures et vous a demandé. Il avait obtenu un des canaux de Thrush et il est parti à 6 heures. Il espérait que vous seriez ici à temps pour l'accompagner. » Un regard ou deux à Fanny, que William aidait à descendre de voiture, fut toute l'attention que lui accorda ce frère retrouvé. Il ne s'opposa toutefois pas à ce qu'elle l'embrassât, bien qu'encore tout occupé à donner des détails les plus particuliers sur la sortie du port du Thrush. Il portait à celui-ci un intérêt marqué, comme s'il allait commencer sa carrière de marin, à son bord, à l'instant même. L'instant suivant, Fanny se trouvait dans l'étroit corridor de la maison et dans les bras de sa mère. Celle-ci la reçut avec toutes les marques d'une vraie tendresse, et lui offrit un visage d'autant plus aimable que Fanny y retrouvait les traits de sa tante Bertram. Et voici ses deux sœurs, Suzanne, une jolie fille de 14 ans bien plantée, et Betsy, la plus jeune de la famille, d'environ 5 ans. Toutes deux se montrèrent heureuses de la voir, sans se livrer toutefois à des démonstrations excessives. Mais Fanny ne demandait pas qu'on fît des manières.
Du moment qu'on l'aimait, elle se trouvait satisfaite. Elle fut alors introduite dans un salon si petit que sa première idée fut que ce n'était qu'une antichambre, et elle s'arrêta un moment, s'attendant à être invitée à aller plus avant. Mais quand elle vit qu'il n'y avait pas d'autre porte et que la pièce présentait tous les signes d'une occupation récente, elle reprit ses sens et se rabroua elle-même. Sa mère, toutefois, ne pouvait pas rester assez longtemps pour suspecter quoi que ce fût. Elle était allée de nouveau vers la porte d'entrée pour accueillir William. « Oh, mon cher William, comme je suis contente de vous voir. Mais dites, avez-vous entendu la nouvelle au sujet du thrush ? Il a déjà quitté le port 3 jours avant que nous nous y attendions. Et je ne sais pas ce que je vais faire pour les effets de Sam. Ils ne seront jamais prêts à temps, parce que le bateau pourrait avoir des ordres, peut-être déjà pour demain. Cela me prend à l'improviste. Et maintenant, vous devez aussi vous rendre à Spithead. Quand Campbell a été ici, il était bien ennuyé pour vous. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Je comptais passer une si agréable soirée avec vous, et voilà que je me sens débordée. » Son fils lui répondit gaiement, disant que tout était pour le mieux, passant légèrement sur l'ennui de devoir partir si vite et si précipitamment. « Sûrement, j'aurais préféré qu'il reste au port. J'eusse pu passer quelques heures agréablement avec vous. Et comme il y a une embarcation à la terre, il vaut mieux que je m'en aille tout de suite. Il n'y a rien d'autre à faire. De quel côté le thrush est-il à l'ancre à Spithead, près du Canopus ? Mais peu importe. Voilà Fanny au parloir. Et qu'avons-nous à rester dans le vestibule ? Venez, mère, vous avez à peine regardé votre propre et chère Fanny. » Tous deux entrèrent et Madame Price, ayant gentiment embrassé de nouveau sa fille et fait quelques remarques sur sa taille, commença avec une sollicitude toute naturelle à s'intéresser à leurs fatigues et aux besoins des voyageurs. « Pauvre chérie, comme vous devez être fatigués tous les deux. Et maintenant, que désirez-vous ? Je commençais à croire que vous ne viendrez plus. Betsy et moi, nous vous avons attendu toute une demi-heure. Et quand avez-vous eu quelque chose à manger ? Et que voudriez-vous maintenant ? Peut-être aimeriez-vous avoir un peu de viande, ou seulement du thé après votre voyage, ou sinon, je vous aurais préparé quelque chose. Et maintenant, je crains que Campbell n'arrive ici avant qu'on ait eu le temps de préparer une tranche de viande, et nous n'avons pas de boucher dans le voisinage. C'est très ennuyeux de n'avoir pas de boucher dans la rue. Nous étions mieux lotis dans notre dernière maison. Peut-être seriez-vous content d'avoir du thé, aussitôt qu'il pourra être prêt ? » Tous deux déclarèrent qu'ils préféreraient le thé à toute autre chose. « Alors, Betsy, ma chère, cours à la cuisine et vois si Rebecca a mis l'eau à bouillir, et dis-lui d'apporter tout pour le thé aussitôt que possible. Je voudrais que la sonnette soit réparée. Mais Betsy est une très habile petite messagère. » Betsy s'en fut avec célérité, fière de montrer ses capacités à sa nouvelle sœur, si élégante. « Doux ciel !» continua sa mère préoccupée. « Quel mauvais feu nous avons ! Et j'oserais dire que vous êtes tous deux transis de froid. Approchez votre chaise, mes chéris. Je ne sais pas où Rebecca a eu la tête, je suis sûre de lui avoir dit d'apporter du charbon. Il y a une demi-heure déjà. Suzanne, vous auriez dû prendre soin du feu. » « J'étais en haut, maman, occupée à déménager mes effets, » dit Suzanne, sur la défensive, et d'un ton décidé qui surprit Fanny. « Vous savez, vous venez justement de décider que ma sœur Fanny et moi occuperions l'autre chambre, et je ne suis pas parvenue à me faire aider tant soit peu par Rebecca. » De nouvelles discussions furent prévenues par divers remue-ménage. D'abord, le cocher vint réclamer son dû. Alors, il y eut une dispute entre Sam et Rebecca sur sa façon de monter le coffre de sa sœur, que Sam voulait manipuler à son gré. Et finalement, M. Price lui-même fit son entrée, précédé de sa voix sonore, et avec une espèce de juron, il repoussa du pied la valise de son fils et le carton de sa fille dans le vestibule, et réclama une bougie. Aucune bougie ne fut cependant apportée, et il entra dans la pièce. Fanny, avec des sentiments plutôt incertains, s'était levée pour lui serrer la main, mais elle se laissa choir de nouveau, ne se voyant même pas remarquée dans la pénombre. Avec une poignée amicale, il serra la main de son fils, et d'un ton vif, il commença aussitôt. « Ah, la bienvenue, mon fils ! Heureux de vous voir. Avez-vous entendu la nouvelle ? Le thrush a quitté le port ce matin.
La nouvelle est prompte, voyez-vous. Pardieu, vous êtes là, tout juste à temps. Le docteur est venu ici s'informer de vous. Il a une des embarcations et doit partir pour Spithead à 6 heures. Ainsi, vous feriez mieux de l'accompagner. J'ai été chez Turner pour votre pension. Tout est en voie d'arrangement. Je ne m'étonnerais pas que vous receviez vos ordres demain. Mais vous ne pouvez pas naviguer avec ce vent si votre direction est vers l'ouest. Et le capitaine Walsh pense que votre course est certainement vers l'ouest, avec l'éléphant. Pardieu, je souhaite que cela soit. Mais le vieux Cholly disait à l'instant même qu'il croyait que vous seriez d'abord envoyé sur le Texel. Bien, bien, nous sommes prêts, quoi qu'il arrive. Mais pardieu, vous avez manqué une belle scène en n'étant pas ici ce matin pour voir sortir le Thrush du port. Je n'aurais pas voulu la manquer pour 1000 livres. Le vieux Cholly accourut à l'heure du déjeuner pour dire que le bâtiment avait quitté ses amarres et qu'il sortait. Je me levai d'un bond et ne fis que 2 pas jusqu'à la plate-forme. Si jamais il y eut une beauté flottante, c'en était une. Et le voilà à l'ancre à Spithead, et tout le monde en Angleterre le prendrait pour un 28. J'étais sur la plate-forme cet après-midi pour le regarder. Il est bord à bord avec l'Odymion, entre ce dernier et le Cléopâtre, précisément à l'est du ponton. Ah, s'écria William, c'est là que je l'aurais mené moi-même, c'est le meilleur mouillage, à Spithead. Mais voici ma sœur, monsieur. Ici est Fanny, dit-il, en se tournant et la menant en avant. Il fait si obscur que vous ne la voyez pas. Et, reconnaissant qu'il l'avait entièrement oubliée, M. Price reçut sa fille. Et l'ayant étreinte cordialement et observé qu'elle était devenue une femme et qu'elle voudrait avoir bientôt un époux, sembla bien enclin à vouloir l'oublier de nouveau. Fanny retomba sur son siège, avec des sentiments douloureusement blessés par son langage et son odeur d'alcool. Et il continua à ne parler qu'avec son fils, et seulement à propos du thrush. Quoique William, tout intéressé qu'il était par ce sujet, eût à diverses reprises essayé de faire penser son père à Fanny, à sa longue absence et à son long voyage. Et tandis qu'ils restèrent assis encore quelque temps, on finit par apporter une bougie. Mais comme il n'y avait pas encore de thé à voir, ni, d'après les rapports de Betsy dans la cuisine, beaucoup d'espoir d'en avoir avant un laps de temps considérable, William se décida à aller changer de costume et à faire les préparatifs nécessaires pour se rendre directement à bord, de façon à pouvoir prendre le thé après, à son aise. Comme il quittait la chambre, 2 garçons à la figure rose, loqueteux et sale, âgés de 8 à 9 ans, y firent irruption, fraîchement relâchés de l'école et venant, pleins d'ardeur, pour voir leur sœur et dire que le thrush avait quitté le port. Tom et Charles. Charles était né depuis le départ de Fanny, mais elle avait souvent aidé à soigner Tom, et elle sentait un plaisir particulier à le revoir. Tous 2 furent embrassés, très tendrement, mais elle désira garder Tom près d'elle pour tâcher de reconnaître les traits du bébé qu'elle avait aimé, et à qui elle avait parlé de la préférence enfantine qu'il éprouvait pour elle. Tom, cependant, n'avait aucune disposition d'esprit pour un pareil traitement. Il ne venait pas à la maison pour rester debout et s'entendre parler, mais pour courir et faire du bruit, et les 2 garçons eurent vite fait de s'arracher à elle et claquèrent la porte du parloir si fort que ses tempes lui firent mal. Elle avait vu maintenant tous ceux qui étaient à la maison. Il ne restait plus que 2 frères, entre elle et Suzanne, dont l'un était employé de l'État, à Londres, et l'autre enseigne de vaisseau sur un navire faisant le commerce avec les Indes. Mais quoiqu'elle eût vu tous les membres de la famille, elle n'avait pas encore entendu tout le bruit qu'ils pouvaient faire. Un nouveau quart d'heure lui en fit connaître pas mal de plus. William appela bientôt sa mère et Rebecca, du palier du second étage. Il était embarrassé, parce qu'il ne retrouvait pas une chose qu'il avait laissée là. Une clé avait été déplacée. Betsy, accusée d'avoir touché à son nouvel uniforme, et quelques simples mais essentielles retouches qu'on avait promis de faire au gilet de son uniforme, avaient été complètement oubliées. Madame Price, Rebecca et Betsy, toutes montèrent pour se défendre. Toutes parlèrent en même temps, mais Rebecca plus fort que les autres. Et il fallut tout faire, cependant, aussi bien que possible, et en grande hâte. William essayant en vain de faire descendre Betsy ou de l'empêcher d'être importune où elle l'était. Et le tout, comme presque chaque porte dans la maison était ouverte, pouvait être entendu clairement dans le parloir, sauf quand,
par intervalles, le grand tumulte de Sam, Tom et Charles, se donnant mutuellement la chasse dans l'escalier, se culbutant et criant, étouffait tous les autres bruits. Fanny était presque étourdie. L'exiguïté de la maison, le peu d'épaisseur des murs, rendait chaque bruit si proche d'elle, qu'ajoutée à la fatigue du voyage et à toute sa récente agitation, elle savait difficilement les supporter. Dans la pièce même, il faisait assez tranquille, car Suzanne avait disparu avec les autres. Il ne resta bientôt plus que son père et elle, et lui tirant de sa poche un journal, emprunt coutumier fait à un voisin, s'appliquait à l'étudier, sans sembler même se souvenir de l'existence de sa fille. La bougie solitaire était tenue entre le papier et lui, sans le moindre souci pour son éventuelle commodité à elle. Mais elle n'avait rien à faire, et était contente d'avoir un écran entre la lumière et sa tête endolorie, tandis qu'elle était plongée dans une contemplation déconcertante, interrompue et affligeante. Elle était à la maison. Mais hélas, ce n'était pas une maison telle, ni une réception telle qu'elle n'espérait. Elle se réprimanda elle-même. Elle était déraisonnable. Quel droit avait-elle aux égards de sa famille ? Elle ne pouvait pas en avoir, après avoir été si longtemps perdue de vue. Les préoccupations pour William devaient être les plus chères. Elles l'avaient toujours été. Et il y avait absolument droit. Quand même, avoir pu dire si peu d'elle et avoir été si peu interrogée sur elle-même, qu'on ne se fût même pas intéressé à elle après Mansfield. Cela lui fit de la peine d'avoir oublié Mansfield. Les amis qui avaient tant fait, les chers, chers amis. Mais ici, un sujet dominait tous les autres. Peut-être cela devait être ainsi. La destination du Thrush devait être d'un intérêt prédominant pour le moment. Un jour ou deux ferait voir la différence. Elle seule était à blâmer. Encore qu'elle crût qu'à Mansfield, ce n'eût pas été ainsi. Non, dans la maison de son oncle, il y aurait eu une distinction de temps et de saison, un ordre de choses, des convenances, des égards envers chacun, et qui faisait défaut ici. La seule interruption que de pareilles pensées reçurent pendant une demi-heure fut provoquée par un éclat subit de son père, et pas du tout calculé pour les apaiser. À un vacarme impossible de coups et de cris dans le vestibule, il s'écria « Le diable emporte ces jeunes chiens, comme ils crient !» Et la voix de Sam plus fort que toutes les autres. « Ce garçon a des dispositions pour devenir maître d'équipage. Oh là, toi, Sam, arrête ton maudit sifflet, ou je vais t'attraper !» Cette menace eut si peu d'effet que bien que les trois garçons fissent irruption ensemble dans la pièce, Fanny n'eût pu y voir d'autre preuve que celle de leur épuisement, ce que leurs faces brûlantes et leur respiration haletante semblaient confirmer. D'autant plus qu'ils continuaient à se donner des coups de pied ou à avoir des éclats de voix soudains sous les yeux même de leur père. Quand la porte s'ouvrit de nouveau, ce fut pour quelque chose de plus agréable. C'était le service à thé, qu'elle avait commencé à désespérer de voir encore ce soir. Suzanne et une servante, dont l'apparence humble informa Fanny, à sa grande surprise, qu'elle avait vu auparavant la servante principale, apportèrent tout le nécessaire pour le repas. Suzanne, en mettant la bouilloire sur le feu, jeta un coup d'œil sur sa sœur, comme si elle était hésitante entre le sentiment agréable et triomphant de montrer son activité et son utilité, et la crainte de se voir déconsidérée pour une telle besogne. Elle avait été à la cuisine, expliqua-t-elle, pour talonner Sally, et aider à faire les rôtis et beurrer le pain. Sinon, elle ne savait pas quand ils auraient eu le thé, et elle était sûre que sa sœur devait désirer quelque chose après ce voyage. Fanny était très reconnaissante. Elle devait bien avouer qu'elle serait contente de boire le thé, et Suzanne s'employa aussitôt à le préparer, comme si elle était contente de s'affairer toute seule. Et seulement avec un peu de hâte et quelques essais irréfléchis de maintenir ses frères en meilleur ordre qu'elle ne le pouvait, elle s'acquitta très bien de sa tâche. L'esprit de Fanny fut aussi vite reposé que son corps. Sa tête et son cœur se sentirent bien vite mieux devant une gentillesse si bien à propos. Suzanne avait un aspect ouvert et sensé. Elle était comme William, et Fanny espérait rencontrer chez elle la même bienveillance envers elle que chez lui. Dans cette atmosphère calmée, William refit son entrée, suivi de peu par sa mère et par Betsy. Lui,
dans son uniforme de lieutenant, semblait plus haut de stature, plus solide et plus élégant. Et avec le sourire le plus heureux sur son visage, il alla droit à Fanny, qui, se levant de son siège, le regarda un instant avec une admiration muette, et puis jeta ses bras autour de son cou, pour donner libre cours à ses sanglots, et se décharger ainsi de ses diverses émotions de peine et de plaisir. Ne voulant pas paraître malheureuse, elle se ressaisit aussitôt, et séchant ses larmes, fut capable d'observer et d'admirer toutes les parties remarquables de son uniforme en l'écoutant, avec un esprit qui reprenait courage, exprimait son espoir, réconfortant d'être à terre un bon moment chaque jour avant de mettre à la voile, et même de la mener à Spithead voir le sloop. Le prochain remue-ménage amena M. Campbell, le médecin de bord du Thrush, un jeune homme de très bonne tenue, qui venait chercher son ami et à qui l'on put, par quelques combinaisons, trouver une chaise, et grâce à un lavage rapide par la jeune serveuse de thé, une tasse et une soucoupe. Et après un quart d'heure de conversation sérieuse entre les messieurs, au milieu du bruit et du dérangement, hommes et garçons tous ensemble affairés, le moment vint de s'en aller. Tout était prêt. William prit congé, et tous s'en furent, car les 3 garçons, malgré les prières de leur mère, décidèrent d'accompagner leur frère et M. Campbell jusqu'à la poterne, et M. Price partit en même temps pour rapporter le journal de son voisin. Maintenant, on pouvait espérer un peu de tranquillité. Et en effet, quand Rebecca eut été chargée de débarrasser le service à thé, et que Madame Price eut parcouru un temps la chambre à la recherche d'une manche de chemise, que Betsy découvrit enfin dans un tiroir à la cuisine, la petite troupe de femmes fut enfin apaisée passablement, et la mère s'étant lamentée de nouveau sur l'impossibilité d'avoir eu le temps de préparer les affaires de Sam, avait le loisir de songer à sa fille aînée, et aux amis de chez qui elle venait. Quelques questions furent posées, mais une des toutes premières, comment sa sœur Bertram s'arrangeait-elle avec les servantes? Était-elle aussi empoisonnée qu'elle pour trouver des domestiques convenables? Et ainsi, ses idées eurent au fait de quitter le Northamptonshire pour se fixer sur ses propres difficultés domestiques. Et le caractère impossible de toutes les servantes de Portsmouth, dont elle croyait que les 2 siennes fussent les pires, absorba toutes ses pensées. Les Bertram furent totalement oubliés, en détaillant les fautes de Rebecca contre qui Suzanne avait aussi beaucoup à témoigner, et la petite Betsy encore bien plus, et qui semblait être si peu recommandable que Fanny ne put pas se défendre de penser modestement que sa mère allait la renvoyer avant que son terme d'1 an ne fût achevé. « Ah non !» s'écria Madame Price. « Je suis bien sûre, je l'espère, que je serai débarrassée d'elle avant qu'elle ne soit restée 1 an. Cela nous reporterait à novembre. Les servantes en sont arrivées à un tel point, ma chère, à Portsmouth, que c'est un vrai miracle si quelqu'un les tient plus d'une demi-année. Je n'ai aucun espoir d'être jamais satisfaite. Et si j'avais à me séparer de Rebecca, ce ne serait que pour avoir quelque chose de pis. Et encore, je ne crois pas que je sois une maîtresse très difficile à contenter, et je suis sûre que la place est très facile, car il y a toujours une de mes filles avec elle, et je fais souvent moi-même la moitié de la besogne. » Fanny était silencieuse, mais non pas d'être convaincue que quelque remède ne pût pas être trouvé à quelques-uns de ces mots. En regardant Betsy, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser particulièrement à une autre sœur, une très jolie petite fille qu'elle avait quittée là, pas beaucoup plus jeune au moment où elle était partie pour le Northamptonshire, et qui était morte quelques années plus tard. Il y avait eu quelque chose de particulièrement aimable en elle. Fanny, dans ses jours anciens, l'avait préférée à Suzanne, et quand la nouvelle de sa mort eut enfin atteint Mansfield, elle en avait été un moment fort affligée. La vue de Betsy lui rappela l'image de la petite Mary, et pour rien au monde, elle n'aurait voulu peiner sa mère en faisant allusion à elle. En regardant Betsy avec ses idées, celle-ci, à une courte distance, montrait une chose pour attirer son attention et tâchait en même temps à la soustraire au regard de Suzanne. « Qu'avez-vous là, mon amour » dit Fanny. « Venez et montrez-le-moi. » C'était un canif en argent. Suzanne se dressa, le réclama comme le sien et essaya de l'arracher. Mais l'enfant courut se mettre sous la protection de sa mère, et Suzanne ne put qu'éclater en reproches dans l'espoir évident de gagner Fanny à sa cause.
Il était inadmissible qu'elle ne pût avoir son propre canif, car c'était son propre canif. Sa petite sœur Mary le lui avait donné sur son lit de mort, et on aurait dû depuis longtemps le confier à sa propre garde. Mais maman le tenait, et laissait toujours Betsy s'en emparer. Et finalement, Betsy l'abîmerait et le recevrait pour elle, quoique maman lui eût promis que Betsy ne le tiendrait pas en main. Fanny en fut péniblement impressionnée. Son sens du devoir, de l'honneur, de la tendresse était blessé par les paroles de sa sœur et par la réponse de sa mère. « Voyons, Suzanne !» s'écria Madame Price d'une voix plaintive. « Voyons ! Comment pouvez-vous être si méchante ? Vous vous querellez toujours pour ce canif. Je voudrais que vous soyez moins agressive. Pauvre petite Betsy, comme Suzanne est méchante avec vous. Mais vous n'auriez pas dû le prendre, ma chérie, quand je l'ai mis dans le tiroir. Vous savez que je vous ai dit de ne pas le prendre parce que Suzanne est si butée à ce sujet. Je devrais le cacher de nouveau, Betsy. La pauvre petite Mary était loin de s'imaginer que ce serait une occasion de discorde quand elle me le donna, à garder seulement 2 heures avant sa mort. Pauvre petite âme. Elle pouvait à peine encore se faire entendre et elle disait si gentiment « Laisse ma sœur Suzanne avoir mon canif, maman, quand je serai morte et enterrée. » Pauvre chère petite. Elle y tenait tant, Fanny, qu'elle a voulu qu'il fût dans son lit pendant tout le temps de sa maladie. C'était le cadeau de sa bonne marraine, la vieille Madame Maxwell, 6 semaines seulement avant qu'elle mourût. Chère petite douce créature. Enfin, elle a été délivrée de tout mal futur. Ma petite Betsy chérie, vous n'avez pas la chance d'avoir une si bonne marraine. Tante Norris vit trop loin de nous pour penser à d'aussi petites gens que vous. Fanny, en effet, n'avait rien à rapporter de la part de tante Norris, sauf un message pour dire qu'elle espérait que sa filleule était une sage enfant. Il y avait eu, à un moment donné, un léger murmure dans le salon à Mansfield Park, concernant l'envoi d'un livre de prières. Mais ensuite, le silence s'était fait à ce sujet. Madame Norris, cependant, était allée à la maison et avait descendu 2 vieux livres de prières de son mari dans ce but. Mais après réflexion, elle avait mis fin à sa générosité. L'un fut jugé imprimé dans un caractère trop petit pour l'œil d'un enfant, et l'autre trop encombrant à porter. Fanny, fatiguée et encore fatiguée, accepta avec reconnaissance la première invitation à aller au lit. Et avant que Betsy eût fini de réclamer l'autorisation de rester levée 1 heure de plus en l'honneur de sa sœur, elle s'était retirée, laissant de nouveau tout dans le bruit et la confusion. Les garçons réclamant des rôtis au fromage, le père du rhum et de l'eau, et Rebecca, n'étant nulle part où elle devait être. Il n'y avait rien pour la remonter dans cette chambre étroite et pauvrement meublée qu'elle devait partager avec Suzanne. L'exiguïté des places en bas et en haut, en effet, et l'étroitesse du vestibule et de la cage d'escalier, l'impressionnèrent au-delà de toute imagination. Elle apprit vite à songer avec respect à son propre petit coin à Mansfield Park, dans cette maison jugée trop petite pour le confort de tous. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et à cette antépénultième vlog lecture sur Mansfield Park de Jane Austen. Donc vous l'avez compris, il va rester 2 dimanches, donc les 2 dimanches qui suivent, ou peut-être lundi, on verra, parce que là je doute que, que cette vidéo sorte dimanche. Mais bref, il reste, si je me plante pas, 44 pages, ça fera 2 lectures et on en aura fini avec Mansfield Park. On est à 81% du livre, et c'est rigolo parce que du coup on est aussi à 81% chez Sherlock. Haha, coïncidence totalement. Donc, je m'étais dit à un moment, en fait je pensais, comme il restait pas tant que ça, et j'ai toujours en tête l'adaptation, faut vraiment que je vous... Vraiment, regardez cette adaptation-là qui a une dizaine d'années, 10-15 ans, elle est vraiment top. À un moment, je m'étais dit... j'espère très fort que quand Fanny retourne chez elle, ce soit pas une ellipse. Donc non, visiblement non. Mais en fait, il se passe, je trouve que c'est un livre qui prend son temps aussi,
Parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur 6 mois de narration, un truc comme ça, hein, ou même plus que ça. Parce qu'il y avait tout le temps d'attente que Sir Thomas parte à Antigua avec le grand Tom, je crois qu'il s'appelle, qui reviennent. Je sais pas où est passé Tom, là j'ai oublié. Enfin, on est peut-être même sur plus de 6 mois de narration, peut-être sur une narration d'un an. Enfin bref. Bah, je trouve que ma petite Fanny, elle a quand même bien du courage parce que déjà, elle ne démord pas du fait de pas aimer, elle n'apprécie pas Monsieur Crawford. Elle a ses raisons. Elle l'apprécie pas, je trouve, pour de bonnes raisons. Parce que elle se dit que c'est une question de principe et en fait, c'est une question de valeur. Et je pense qu'effectivement, on peut difficilement s'entendre ou être intime avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Je veux pas être un peu dans le truc que tout le monde doit penser pareil, non. Mais là, on touche aux valeurs, on touche pas au goût. C'est pas ah bah toi t'aimes bien Shakespeare aussi, c'est cool, moi aussi. Euh, Là, on est sur autre chose. On est sur j'aime pas comment tu agis avec les autres. On est sur ce genre de choses. Donc je comprends totalement que Fanny, qui est quand même droit dans ses bottes, ça passe toujours pas avec Monsieur Crawford. Par contre, j'ai l'impression que Henry, donc Henry Crawford, il apprend un petit peu l'humilité avec Fanny. Ça lui ferait peut-être pas de mal. Et je trouvais la conversation intéressante avec Mary. Bon, Mary, j'ai du mal à la supporter parce elle est hyper hautaine, je trouve, puis elle est fausse. Elle a un côté superficiel qui fait que j'ai du mal, moi, avec elle. Je pense qu'elle n'est pas foncièrement méchante, mais elle agit un peu comme si les gens autour d'elle n'importaient pas. J'ai un peu cette impression-là. Alors que Henri, il était peut-être à plus vouloir objectiver, enfin rendre objet les autres autour de lui, à flirter avec plein de monde, des trucs comme ça. Je sais pas. Là, je trouve assez courageux aussi que Fanny, elle a pu commencer à parler de... elle a pu commencer à parler de... Comment dire du comportement pas terrible qu'ont eu les Crawford et ses cousines, donc Maria avant son mariage et Julia, quand au final ils étaient tous des adultes, donc quelque part les plus âgés pouvaient chaperonner, notamment en figure d'autorité il y avait Tom notamment, mais il y avait aussi Lady Bertram qui a pas servi à grand chose, Madame Norris pas mieux, parce que la pièce qu'il voulait présenter, en fait, et qu'il s'entraînait à jouer, c'était un truc qui passait pas, le fait de parler de relations extra-conjugales, et je crois de la naissance d'un bâtard, il me semble, en dehors d'un mariage. Oui, on disait bâtard à l'époque, aujourd'hui ça a sans doute beaucoup moins d'importance, mais à l'époque ça se passait pas. Parce qu'à l'époque, le mariage était plus important qu'il l'est de nos jours. Religion, tatati, tatata, etc. Donc oui, on disait bâtard. Et bref, Fanny, elle est quand même restée assez bloquée là-dessus. Sur le fait que, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a failli présenter comme pièce? Et puis, il y avait un comportement inconvenant. Bon, je suis encore toujours en train de me demander. Alors, je sais pas si Jane Austen a été la reine de la litote ou si c'est un truc qui a été hyper subtil dans le texte que j'ai pas compris et qui apparaît dans l'adaptation, mais je vous en parlerai que à la fin parce que j'ai un doute en fait que Maria revienne et qu'il se passe quelque chose. J'en dis pas plus parce que ce serait con de vous spoiler, mais je suis pas sûre en fait que ça va se produire. Je pense que c'était une interprétation du film. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais bref. Je trouve quand même que c'est vachement cruel de la part de Tom Bertram, de Tom, de le Lord de Bertram, de continuer comme ça à insister auprès de Fanny, qui arrête pas de dire non sur tous les tons qu'elle veut pas épouser Henry Crawford,
Ce qui fait qu'il y a 4 personnes qui insistent pour qu'elle épouse Henry Crawford. C'est Lord Bertram, c'est Henry Crawford, c'est la sœur d'Henry Crawford, donc c'est Mary. Et maintenant, il y a eu Edmond. Et Edmond, ça devait être d'autant plus compliqué pour elle de vivre en fait cette conversation, qu'ils sont complices et qu'elle a des émotions qu'elle est en train, je pense, de refouler. Ils avaient elle avait compris en fait qu'elle aimait Edmond, pas comme un cousin. Et Edmond, il est toujours autant à courir après Mary Crawford. Et du coup, après, il est plus raisonné, Edmond. Dans... Ça me fait, ça me fait en fait, en quelque sorte, penser à... Leur relation me fait un petit peu penser à Elinor. Euh, Elinor et Edouard, je crois bien. Je crois que c'était Edouard. Donc Raison et sensibilité, c'est le premier livre de Jane Austen, le premier roman paru par Jane Austen, où on a deux couples qui vont se former. Donc un couple qui va être, enfin deux couples qui sont formés à partir de deux sœurs qui ont des caractères qui sont très différents. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de l'écouter sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Sinon, je vous conseille aussi de regarder le film qui date d'il y a quelques années. C'était avec Kate Winslet, Hugh Grant, Emma Thompson et Severus Snape. J'ai oublié son nom. Alan Rickman, qui était quand même plutôt jeune. Donc je pense que c'est un film qui doit avoir une 15-20 ans, un truc comme ça. Ouais, 20 ans. Je me demande si c'était pas 95, j'ai un doute. Et ça fait plus. Ça fait 30. Mais bref, oui, je pense que c'est 95. On avait deux sœurs qui étaient quand même différentes au niveau des caractères. On a l'aînée Elinor qui est la raison. Et la seconde, enfin la deuxième, parce il y a trois sœurs. La deuxième, pardon, c'est Maria ou Marianne, selon les traductions. Et Marianne, c'est la petite nénette qui est à fond les ballons dans les romans d'amour qu'elle lit. Elle veut ressentir tout ça très fort. Et elle se fait, je pense, beaucoup de films. Et à la fois, on a le côté un peu exalté d'une jeune femme qui ressent presque trop les choses. Dans le trop, je vois presque le côté un petit peu trop, quoi. Pas dire qu'elle en fait des caisses, hein, c'est vraiment enfin, le côté, je pense, vraiment hypersensible. Je suis pas sûre qu'on ait ça du côté de Fanny. Je pense juste que Fanny, il faut pas trop la chatouiller, qu'elle est impressionnable, euh, parce qu'elle est quand même plutôt mesurée. Et il y avait une mesure qu'il n'y avait pas en fait chez Marianne. Et je trouve ça chouette en fait parce que Jane Austen, elle arrive vraiment à créer des personnages qui sont vraiment, vraiment différents les uns des autres. Et je trouve ça vraiment chouette. Fanny, moi, je la trouve touchante, là. Et je la trouve d'autant plus touchante que maintenant, elle arrive à dire non et qu'elle lâche pas. Elle lâche pas. Pourtant, elle est quand même plus ou moins prête à renoncer à Edmond, à pas se dévoiler à Edmond et à le laisser épouser Mary Crawford parce que c'est ce qu'il a l'air de vouloir. Donc c'est ce qui a l'air de le rendre heureux. Donc pourquoi est-ce que Fanny rendrait plus heureux Edmond alors que lui il veut être avec Marie? Elle me fait mal au cœur parce qu'en fait Edmond il a bien capté qu'elle était tout le temps à se dévaloriser et à dire qu'elle n'était pas assez. Et je crois que c'est pour ça qu'elle m'émeut Fanny. Fanny, ouais, j'ai une envie de la protéger cette petite nénette. Je pense que je la préfère honnêtement dans le film parce que c'est plus montré. Et là, évidemment, au cinéma, ça va être plus du show don't tell parce qu'il y a pas que les mots, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a le décor, il y a les personnages qui sont incarnés. Donc évidemment, le show don't tell est beaucoup plus facile à voir dans un film que dans un livre. Et dans le livre, c'est beaucoup de tell.
C'est beaucoup raconté. Même si on montre que Fanny est souvent déborde d'émotions mais j'ai l'impression que l'adaptation est vraiment très très forte. Et il y avait un petit clin d'œil en plus au côté théâtre qui était vraiment très sympa. Mais ouais, j'aime bien. Fanny, j'aime bien. Même si c'est un livre que j'ai trouvé un peu long, je trouve que c'est un livre qui a fait le choix de prendre son temps et elle l'a assumé jusqu'au bout. Donc je trouve ça assez chouette. Donc voilà. Je m'étais pas rendu compte que ça allait durer aussi longtemps parce que bon, honnêtement j'ai envie de finir vite. Donc il va rester deux. Je pense que le prochain enregistrement sera à peu près d'une longueur équivalente, mais le dernier sera plus long. Je pense qu'il y aura facile un quart d'heure de plus au niveau de du livre audio et je prendrai sans doute un petit peu plus de temps pour clore le dernier vlog lecture. Parce que c'est un bouquin que j'aime bien, honnêtement. J'ai pas le temps de prendre des notes parce que je lis, donc je ne m'arrête pas pour prendre des notes en même temps. Mais il y avait quelques jolies phrases que j'ai repérées. J'essaierai de les choper sur des sites de citation. Donc voilà, mercredi prochain, il y aura sûrement une vidéo sur une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui commence lundi. Donc ça sera mercredi, on aura 2 jours de retard, c'est pas grave. Le week-end suivant, on continue avec une nouvelle de Sherlock, puis 3, 4 ou 5. Je crois que ça va être 5, mais ils sont plus courts. Les chapitres sont courts, mais du coup, je vais en lire plus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura 6 chapitres le samedi prochain pour Fanny. Ça sera une longueur à peu près équivalente à celle-là. Et 4 chapitres pour le dernier. Et c'est à peu près pareil pour Sherlock. Sherlock, j'avais l'impression que ce serait un poil plus court. Et je vais... mercredi, dans 10 jours, je vous parlerai de la dernière sortie de Sarah Fay dans le cadre de mon partenariat avec elle, qui est A Touch of Black. Je vous en ai déjà parlé rapidement, mais là, je vais vous montrer en fait le livre et les goodies, le livre qu'elle m'a offert et les goodies que j'ai achetés lors de sa campagne Ulule, que j'ai reçu il y a quelque temps. Mais je voulais attendre que le mois de septembre commence parce que j'ai vraiment l'impression que le mois d'août, il n'y a pas grand monde sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube, ce qui n'est pas bien grave non plus. Mais je préfère en fait patienter pour que Sarah ait une audience plus grande et parce qu'elle le mérite. Donc je vais vous souhaiter un très bon dimanche ou lundi parce qu'on verra quand je pense que je vais sortir cette vidéo là lundi parce que j'aurai pas le temps de la monter demain. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo et donc je ferai une petite pause courant septembre si je me plante pas. Une petite pause sur la dernière quinzaine de septembre à la louche. Salut, passez un très bon dimanche et profitez de la pluie, il pleut. Salut!